mes notes, hein, parce que c'est absolument pas ma spécialité. Il valait mieux me demander un exposé sur l'isotopie que la RRI. Mais c'est pas grave. Je vais me débrouiller. Voilà. Donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, quand on analyse un peu tout ce qui est sorti des tuyaux des laboratoires scientifiques, c'est qu'effectivement, dans les jours anciens, les gouvernements, ils ont énormément investi dans la science. Donc, ils ont donné énormément d'argent aux chercheurs, etc., pour donc aider à l'innovation. Ils ont supporté le démarrage et le business de start-up. Donc, il est arrivé sur le marché de nouveaux produits, etc. Mais effectivement, après, à la sortie, c'est le marché qui a fait le tri. Et seules les très bonnes start-up ont réussi à survivre. Et tout le reste, donc, a été abandonné. Donc, on s'est rendu compte au niveau de la communauté européenne, enfin, il n'y a pas qu'en la communauté européenne, hein, on a entendu lundi, effectivement, vos représentants des ministères, qu'il y avait besoin, effectivement, d'avoir un meilleur impact, un impact beaucoup plus intéressant. Et surtout, il y avait des pressions sérieuses des contribuables, parce qu'en fait, effectivement, c'est quand même l'argent du contribuable qui est utilisé, et le contribuable, il se demande où part mon argent, parce qu'effectivement, on voit qu'aux sorties du tuyau de l'innovation, il n'y a pas grand-chose qui peut servir à la société. Donc, il y a une forte pression pour effectivement essayer de mieux faire la meilleure recherche, de mieux innover, de façon à effectivement que la rentabilité, j'aime pas bien ce terme, parce qu'on ne fait pas de la science pour l'argent, mais ils veulent que la rentabilité soit quand même meilleure. Et donc, ils ont identifié des grands challenges sociétaux, et ces challenges sociétaux doivent être la base, effectivement, de la recherche et de l'innovation. Donc, on va retrouver les grands thèmes de Horizon 2020, donc les changements climatiques, le vieillissement, enfin, tout ce qui est au niveau de la santé, vieillissement des populations, élévation de la pauvreté, prévention des maladies, tout ce qui va toucher aussi à l'aspect environnemental, le recyclage, etc. Alors ça, vous le savez très bien, si vous êtes des scientifiques, c'est que les inventions ne sortent pas d'un moment de génie, le moment Eureka, où effectivement, en quelques secondes, vous avez l'idée du siècle qui va aboutir à de l'innovation. La plupart du temps, c'est effectivement un processus extrêmement long qui permet de valider un peu votre idée en faisant des expériences, etc. Dans certains cas, c'est par accident. On peut aller à un congrès, voir un poster et dire « Oh, le gars, il a une super idée, là, effectivement, moi, j'avais loupé ça complètement. Je vais aller le voir, ce gars-là. Et effectivement, en appliquant sa méthode à mon problème, peut-être qu'on peut faire quelque chose. » Et des fois, c'est comme ça, par une rencontre inhabituelle, que vous pouvez avancer et résoudre un problème que vous aviez laissé un peu tomber. Et dans certains cas, c'est le cas extrême qu'on connaît parfaitement, le cas du Covid. Il y a urgence, et là, on met tous les moyens pour qu'en très peu de temps, on arrive à l'innovation, au vaccin, de façon à enfin soulager la planète de ce bazar. Donc là, effectivement, mise au point d'un vaccin en très peu de temps, en moins d'une année. Bop, bop. Donc, un des challenges de la RRI, c'est d'être plus innovant et d'inclure ce qu'on appelle l'engagement du public à toutes les étapes de la recherche et de l'innovation, sans faire perdre du temps aux gens et surtout sans faire perdre de l'argent. Donc, ça sous-entend la participation du public et des principaux acteurs intéressés par la recherche et l'innovation dès le début du procédé et son montage, en ayant effectivement une vision du futur dans laquelle l'innovation doit être orientée. Donc, effectivement, ça, c'est le mot-clé, c'est qu'effectivement, la RRI commence par effectivement avoir tous les personnages intéressés, les industriels, les associations de consommateurs, etc., en disant effectivement, le projet c'est ça, est-ce que ça correspond à un besoin sociétal? Est-ce qu'effectivement l'industriel c'est intéressant? Et est-ce que ça correspond à un besoin sociétal? Est-ce que ça va intéresser le citoyen? Donc ce procédé doit aider à prioriser les directions de la recherche, à inclure ou pas tout ce qu'on appelle le cutting edge science, les verrous scientifiques, d'élaborer effectivement des applications de l'invention et de penser surtout à son usage, éventuellement à son élimination ou à son recyclage. Donc on part du départ, on fabrique quelque chose, mais on pense effectivement aussi à sa fin de vie et
si on peut le recycler, le détruire ou le réutiliser, enfin le réparer, le réutiliser. Donc voici les grands challenges qui avaient été décidés, donc qui sont les piliers de Horizon 2020. Donc ça, on les connaît parfaitement. Hein. Il y a la santé, il y a l'alimentation, la sécurité et avoir des énergies plus efficaces et plus propres, des transports beaucoup plus propres, là aussi moins polluants, les changements climatiques, l'environnement, l'efficacité des ressources, et surtout qu'effectivement l'Europe soit dans un monde qui change et inclusif, innovante, et donc avec des sociétés réfléchies. Et bon, il y a aussi un problème de sécurité des citoyens. Donc, les slides, ils rappellent toujours un peu les mêmes mots-clés. Hein. Donc, on est effectivement sur une approche inclusive de la recherche et de l'innovation qui doit assurer qu'effectivement tous les acteurs intéressés doivent être présents lorsqu'on élabore le projet, qu'on rédige le projet et qu'on suit le projet. Ça doit donc mieux aligner le procédé, les produits qui sont issus de la recherche et de l'innovation avec les valeurs, les besoins et les attentes de la société européenne. Donc, en général, la RRI implique l'anticipation, l'implication des potentiels des sociétés, de ce qu'attend la société en regard de la recherche et de l'innovation. Donc, d'une façon générale, la RRI comporte 6 grandes clés, qui est donc l'engagement de la société dans la recherche et l'innovation, ce qu'on appelle le public engagement, où effectivement, il faut dès le départ avoir les bons acteurs pour monter le projet. Il y a non seulement le chercheur, mais il y a aussi les industriels, les citoyens, pour voir si effectivement le projet dans sa globalité peut aller jusqu'au bout et correspond à un besoin sociétal et peut être utilisé par le citoyen. Donc, augmenter aussi l'accès aux résultats scientifiques, c'est ce qu'on appelle l'open access. Ils en parleront un peu plus tard, open science. Assurer donc l'égalité des sexes, que ce soit dans le procédé de recherche comme dans le contenu de la recherche. Donc, on est les hommes et femmes, on est sur le même bateau. Donc, tout le monde participe. Hein. Prendre en compte donc la dimension éthique, promouvoir l'éducation formelle et informelle. Donc là, on va retrouver les citizen science, etc., les science coffee, etc. Il faut effectivement promouvoir ce qui a été fait, que ce soit à un niveau très haut de la science, comme effectivement à des petits-enfants. Il faut effectivement faire partager tout ça à tous les citoyens. La gouvernance aussi, c'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait effectivement tous les acteurs intéressés, les politiciens, les acteurs sociétaux, donc des organisations de consommateurs, etc., et les organismes qui permettent le financement de ces projets. Donc l'engagement du public, ben, c'est effectivement de façon à réellement répondre à un besoin sociétal ou à un besoin sociétal et environnemental. On essaie effectivement d'impliquer les gens pour savoir si le produit de la recherche et de l'innovation correspond vraiment à quelque chose et s'il n'y a pas un impact négatif sur l'environnement. Il y aura quelques exemples plus tard d'exemples négatifs sur l'environnement d'anciennes découvertes. Donc ça consiste à engager la société du début du procédé d'innovation en incluant donc des organismes publics et non gouvernementaux qui sont eux-mêmes soucieux du bien-être de leur société. Il y a plein de trucs qui se répètent, donc on va essayer de gagner un peu de temps. Alors ça, typiquement, voilà la dernière brochure que j'ai reçue du CNRS, qui est effectivement, le mot-clé, il est là-bas, hein, The CNRS, The Driver of Innovation. On fait effectivement la publicité de nos travaux pour effectivement intéresser les industriels de façon à pouvoir collaborer et d'avoir effectivement les bons acteurs au bon moment, dans les bons instituts, de façon à pouvoir effectivement avancer dans tous les domaines qui sont concernés, les nouvelles énergies, les changements climatiques, avoir des ressources en eau durables, etc. Donc ça, c'est la suite de la brochure. Alors, elle est disponible. Le site du CNRS, il est vachement bien fait. Hein. C'est accessible, ça. Et effectivement, vous pouvez avoir des informations. Alors, on retrouve les informations que nous a données Denis, là. Hein.
le nombre d'employés, etc., le nombre de contrats, etc. Donc, effectivement, le CNRS divulgue un peu tous ces projets relatifs à la RRI. D'autres exemples, typiquement à l'INSERM, ils organisent effectivement des dialogues entre des associations de patients ou de leurs familles et donc le milieu médical, de façon à effectivement que la recherche médicale colle parfaitement un peu avec les attentes des malades ou de leurs familles. L'ANSES, là c'est pareil, des collaborations entre les organisations de consommateurs, les académiques, les industriels. L'AFNOR, bon, pour tout ce qui est normalisation, là aussi, donc effectivement avec des organismes de consommateurs, les milieux industriels, les laboratoires académiques, de façon à ce qu'on puisse élaborer les normes manquantes et que ces normes correspondent effectivement aux attentes des citoyens. Le CNES, donc le Centre d'études spatiales européen, où là, donc, il y a une vingtaine de pays, et là, effectivement, des projets discutés à 20 sur tout ce qui va être la miniaturisation des satellites, etc., les expériences scientifiques qui sont menées dans l'ISS, etc. Et là, la dernière que j'ai entendue à la radio, c'est la communauté européenne, dès janvier de l'année prochaine, sous la pression des organisations de consommateurs qui veulent lutter contre l'obsolescence planifiée de certains produits. Alors, je vais citer le cas de procédés judiciaires de Apple, parce qu'Apple vous envoyait des mises à jour sur votre iPhone, au bout de quelques mises à jour, il ne marchait plus. Et il fallait en acheter un autre parce qu'il programmait l'obsolescence et il ralentissait l'efficacité de votre iPhone. Et donc, ils ont pris un procès judiciaire pour ça. Epson, de même. Epson préprogrammait, grâce à une micropuce, le nombre de photocopies ou d'impressions qu'il faisait. Au bout d'un moment, ça mettait votre imprimante en sucette, alors qu'il restait 40% d'encre dans la cartouche, mais ça ne pouvait plus marcher. Donc, c'est l'exemple de deux sociétés. Ces deux sociétés donc, ont été parfaitement épinglées et vont payer une grosse somme pour effectivement programmer de l'obsolescence de leurs objets. Et donc, dès janvier 2022, grâce effectivement à la remontée des citoyens vers la communauté européenne, il va y avoir sur les appareils d'électroménager la mise en place d'un index de répérabilité. C'est-à-dire que quand vous achetez un réfrigérateur, on verra s'il peut être réparé à 30%, 50%, 80%. Enfin, ça va être A, B, C, D, E, F. Quand c'est F, c'est pas réparable. Quand c'est A, il sera réparable. Alors ça, c'est intéressant parce que ça va complètement changer la façon de travailler de l'industrie de l'électroménager, qui là, pour le moment, ils se roulaient les pouces et ils vendaient que du neuf. Maintenant, donc, il va falloir qu'ils pensent un peu à des magasins de réparation. Ça risque en plus de créer de l'emploi. Et on va même jusqu'à imaginer, vu la diversité des marques, Indesit, etc., Philips, enfin, je ne les connais pas tous, hein, les vendeurs de lave-vaisselle, etc., mais on va jusqu'à penser à normaliser certaines pièces pour éviter qu'effectivement ce soit le bazar dans la réparation et que les pièces d'un Philips ne soient pas les mêmes qu'un Indesit. Donc, par exemple, dans une machine à laver, ce qui tombe le plus en panne, c'est les roulements. Et donc, ils voudraient faire un système de roulement universel qui soit adaptable à toute machine. Parce que je suppose que vous, en tant que consommateur, vous l'avez vu, vous avez acheté des télévisions, 5 ans après, on vous dit, bah, c'est pas réparable, ma bande d'âme, donc vous la jetez, vous en achetez une autre, et les machines à laver, c'est pareil. Il y a plein d'objets comme ça. Donc, effectivement, les citoyens en avaient un peu marre de mettre la main à la poche, et donc, voilà ce qui va se passer dès janvier l'année prochaine au niveau de la communauté européenne. Et ça serait bien que ça soit appliqué de partout. Alors pourquoi donc l'engagement du public c'est important? Parce qu'effectivement, ça permet déjà de mettre autour de la table tous les acteurs qui sont intéressés par le projet et qui sont soucieux de... Alors j'en suis où là? Voilà, donc avoir les acteurs le plus large possible de façon à élaborer le projet qui soit réellement interconnecté avec les vrais challenges sociétaux de façon à ce qu'effectivement l'innovation soit réellement responsable. Alors, ça permet effectivement d'accélérer le processus de l'invention, la mise sur le marché. Ça permet effectivement certains avantages
d'avoir effectivement tous les acteurs autour de la table. Ça permet de discuter quand il y a un problème et ça permet de contrecarrer le problème et d'avancer éventuellement dans une autre direction, alors que le scientifique, lui, pourrait rester sur son idée et de temps en temps, il faut changer. Donc voilà, ces quelques phrases résument un peu tout. Hein. On choisit ensemble, donc multi-acteurs, engagement du public, déverrouiller de façon à avoir la totalité du potentiel, donc égalité des genres. Donc c'est-à-dire que les hommes et les femmes, on est sur le même bateau, on travaille ensemble et on fait avancer le bateau. On essaie de créer donc de nouvelles façons d'apprendre. Le langage de la science doit être disponible pour tout le monde. Donc, effectivement, open science, etc., citizen science, il faut effectivement diffuser l'information à la plus large gamme possible de la population. Partager les résultats, donc open access, open science, faire la bonne chose et la faire de façon convenable, donc augmenter la crédibilité et l'acceptabilité des produits de la recherche pour la société. Et designer la science pour la société, donc effectivement, avoir une gouvernance harmonieuse du modèle. Donc au niveau de la gouvernance, ben, elle peut être effectivement nationale, on peut avoir des choses supranationales, hein, au niveau européen, il y a une vingtaine de pays. Il faut surtout qu'il y ait les principaux acteurs intéressés de la science et de la société, les organismes bien évidemment de financement. L'engagement du public, il peut être aussi au niveau des États, des régions, des cités, à l'échelle de l'université, des centres de recherche. Dans le projet de recherche lui-même, il peut être inclus. Et donc, tout ce qui peut être organisme de consommateurs, société civile, etc. Donc, le gender equality, c'est-à-dire l'égalité des genres, bon, donc, on peut le mesurer aisément, c'est le pourcentage d'hommes et de femmes dans le procédé, donc l'idéal c'est 50-50. L'éducation, donc les enseignants, les étudiants, présence de la RRI dès je ne vais pas dire dès le plus jeune âge, mais effectivement il faut effectivement intégrer maintenant ce paramètre dès l'éducation. Open access, je pense qu'ils en parleront demain. Donc les événements et les projets de recherche doivent effectivement contenir le open access mécanisme. Donc effectivement, quand on rédige le projet, on dit qu'effectivement on va donner ces données disponibles grâce à tel ou tel moyen sur le site internet de l'institut ou par des publications en libre accès. Et donc on retrouve les mêmes mots-clés, hein, multi-stakeholder, c'est-à-dire que tous les parties prenantes soient présentes de façon à obtenir effectivement un procédé transdisciplinaire. Alors, il y a des innovations à succès, hein, l'imagerie médicale, tout ce qui est maintenant sur les produits biosourcés, de façon à avoir des ressources énergétiques efficaces, les éoliennes, etc., les panneaux solaires, la nouvelle génération de voitures qui est beaucoup plus performante en consommation performante dans l'autre sens, c'est-à-dire plus économe en consommation de carburant, et tout ce qui est maintenant dans le recyclage. Parce qu'effectivement, on a des problématiques avec les métaux lourds, etc. Donc, récupérer certaines pièces de certains iPhones, ordinateurs, etc. Récupérer certains métaux, entre parenthèses, précieux pour pouvoir continuer à avoir une industrie informatique. Parce que maintenant, bon, il y a des puces électroniques un peu de partout. Et on est un peu en pénurie de certains composants qui permettent effectivement de fabriquer ces produits. Et il existe des technologies qui sont, elles, par contre, pour le moment contestées. Donc, je pense, moi, aux organismes génétiquement modifiés. Ça, effectivement, nous, en France, on n'en veut pas dans l'agriculture. L'industrie du nucléaire aussi, elle est un chouïa contestée. Puis tout ce qui va toucher donc, au développement des militaires, nouvelles armes. Alors là, c'est une liste un peu de tout ce qui peut faire frein à l'installation du RRI. Bon, je pense notamment à tout ce qui est les chercheurs, c'est-à-dire que l'impact facteur des journaux transdisciplinaires, il est relativement faible.
il vaut mieux publier dans effectivement une revue un peu spécialisée que quelque chose qui est transdisciplinaire. Donc effectivement, comme on est jugé là-dessus, ben on va essayer de publier là où il y a le meilleur impact facteur. C'est des fois pas le meilleur choix, mais bon, malheureusement, on est jugé là-dessus. Les critères d'évaluation n'en tiennent pas compte de la RRI. On vous demande effectivement si vous avez eu des contrats avec des industriels, on regarde un peu le chiffre d'affaires, mais la RRI, pour le moment, ils s'en foutent. Donc voilà, les critères d'évaluation des scientifiques, ils n'en tiennent pas compte. Donc effectivement, ça peut être un frein à ce qu'on mette ça un peu dans les projets. Bon, j'espère que les choses vont changer. Et puis bon, en dessous, c'est l'aspect économique, hein. C'est-à-dire qu'on a découvert quelque chose, on veut immédiatement en profiter. Et bon, là, on a tout loupé parce qu'on a loupé des étapes et le produit ne se vendra pas parce qu'on n'aura pas l'efficacité voulue. Là, on l'a déjà vu, cette échelle, là qu'on appelle la TRL, elle est intéressante parce que nous, dans les laboratoires, la plupart du temps, on s'arrête ici. Au niveau 3-4, small key prototype. Après, dès qu'on passe à ces échelles-là, il faut effectivement, dans l'élaboration de votre projet, vous associer avec des gens qui vont permettre de faire un peu de génie chimique, parce qu'à un moment ou à un autre, vous aurez besoin de cubes d'1 mètre cube. Effectivement, dans un labo, ce n'est pas possible. Donc, effectivement, quand on prévoit, par exemple, de faire la synthèse d'un nouveau produit qui va être un nouveau médicament, au labo, on arrive à faire quelques grammes, mais si l'industriel, derrière, il veut tester sur 100 kilos, là, effectivement, il faut passer à une autre échelle, et il faut d'autres partenaires, et ça, il faut y penser dès le départ. Donc, la valorisation, pour résumer, c'est transférer une technologie ou un skill, un savoir, je ne sais plus, qui est en résultat de la recherche, donc par les chercheurs vers des acteurs économiques, de façon à essayer d'optimiser l'acceptabilité par les utilisateurs. Alors on a la chance, nous en France, d'avoir, bon, on l'a vu ce matin avec Pulsalis et l'intervention de Denis du CNRS, mais il y a d'autres organismes, hein, bon, on a vu les deux premiers, mais on a des clusters de compétitivité qui permettent effectivement de mettre en relation l'académique et les industries. Les clusters de compétitivité, il y en a plusieurs en France. Donc effectivement, c'est des endroits où les académiques peuvent discuter avec les industriels des problématiques des industriels, et c'est là qu'on peut établir des ponts de façon à créer des collaborations qui vont correspondre aux attentes des industriels, qui les attentes des industriels, en espérant qu'elles correspondent à des attentes de la société. Il y a des centres techniques, je vais juste citer deux exemples, les deux avec lesquels on travaille, le centre technique des boîtes de conserve et le centre technique du cuir, qui sont dans la région lyonnaise. On a aussi les instituts Carnot, qui ont un peu le même travail que les clusters de compétitivité, qui effectivement sont là pour mettre en relation les académiques, les industriels, sur des problématiques très particulières. Voilà deux exemples que j'ai actuellement au labo. Hein. Un avec alors c'est des conventions CIFRE, Olivier en a un peu parlé. On a effectivement en France des possibilités d'avoir des thèses cofinancées entre l'industrie, par l'industrie et le ministère. Donc effectivement, les industriels, pour eux, c'est un outil intéressant, parce que quelque part, ça coûte un peu moins cher pour payer le salaire de l'étudiant, puisque 50% est pris en charge par le ministère. Et ça permet effectivement d'avoir un permanent chercheur dans un institut où il va pouvoir développer les techniques qui manquent à la société. Donc là, l'étudiant, il travaille sur ce qu'on appelle les NIAS. Ce sont les composés non désirables que l'on peut retrouver dans les boîtes de conserve. En fait, l'industriel, c'est Sherwin. C'est des gens qui font le vernis qui est à l'intérieur de la boîte de conserve. Ce vernis, ensuite, il est polymérisé, il est cuit. Et ce qui peut se passer, c'est quand on met ensuite l'aliment et qu'on envoie la stérilisation, il peut y avoir des transferts contenu-contenant. Et donc, on regarde un peu l'influence de la composition du vernis et ce qu'on retrouve dans les aliments, de façon à essayer d'optimiser effectivement la préparation du vernis pour qu'il en relargue le moins possible. Parce que bon, des fois, ils peuvent relarguer des molécules qui ne sont pas voulues. Et surtout, les boîtes de conserve, ça peut être des haricots, c'est-à-dire un milieu aqueux pas trop acide. Ça peut être des bouteilles de soda, donc vous avez du citron, qui est beaucoup plus acide. Ça peut être du cassoulet, fait en France du cassoulet, qui est un produit très gras. Donc vous avez des milieux aqueux, acides ou pas, et des milieux qui sont pleins de matières grasses.
Donc l'extractabilité peut être sacrément différente. Et la thèse, une des dernières thèses qui a été soutenue, donc lui travaillait sur les huiles essentielles, c'est les quelques exemples que j'ai pu montrer ce matin, où là, effectivement, on travaillait avec la société Albert Veil, toujours dans le même cadre, un contracif. Et là, effectivement, j'ai marqué les impacts, hein, c'est Food Safety pour en haut, et en bas, c'est Food Safety, Health and Care Product Safety. Effectivement, ça peut intéresser, enfin, non seulement ça peut, mais ça intéresse les consommateurs, effectivement, d'avoir des produits le plus sains possible et qui vous relarguent le moins de choses possible, je pense notamment les boîtes de conserve. Alors, les questions que peuvent se poser certains scientifiques, c'est mais moi je fais de la science, mais fondamentale. Est-ce que la science fondamentale est compatible avec la RRI? Ben, à première vue, oui, parce que qu'on aille du milieu subatomique à l'échelle universelle, du microbiotique à l'environnement global, ben, effectivement, la RRI a tout de même sa place là-dedans, parce qu'elle peut apparaître à tous les stades. Bon, voici l'exemple de Thomas Pesquet, notre astronaute, c'est américain, cosmonaute, c'est russe, et spationaute. En Europe, je crois qu'on dit spationaute. Ah ben, je ne sais pas comment disent les Européens, alors. Donc, effectivement, au niveau Open Science, ce que faisait Thomas, c'est qu'effectivement, toutes les semaines, il avait 10 minutes, il répondait à des questions d'enfants sur ce qu'il faisait dans la station spatiale. Donc, il décrivait brièvement les expériences scientifiques, etc. Donc, c'était vachement intéressant. Effectivement, ça permettait effectivement de montrer un peu à un jeune public pourquoi on envoie des bonhommes à 400 km d'altitude et qu'est-ce qu'ils font pendant 6 mois là-haut. Voilà des exemples, peut-être pas un peu plus sérieux, mais bon, qui peuvent là toucher tout le monde. Ben, l'exemple des maths, c'est intéressant parce qu'être chercheur en maths, on peut se demander quel va être le besoin sociétal associé à ça. Mais effectivement, les maths, c'est vachement intéressant parce que ça permet de modéliser la météo, les tsunamis, des éruptions volcaniques, comment va par exemple un séisme, comment il peut se propager, comment va s'écouler la lave, etc. Donc les maths peuvent être extrêmement utiles pour des simulations et effectivement pour regarder un peu notamment des déplacements d'ouragans, etc., les anticiper. Donc les mathématiques peuvent être effectivement des outils extrêmement intéressants pour la société. Et au niveau impression 3D, là, il y a une start-up du CNRS qui effectivement fait de la reconstruction mammaire sur mesure grâce effectivement à l'imprimante 3D pour des femmes qui ont eu des opérations d'ablation du sein. Bon, là, je vais passer l'intégrité. Voilà, les objectifs, c'est toujours les mêmes. Hein. On voit qu'effectivement, il doit y avoir dans la boucle les industries, les citoyens, les labos académiques, et puis effectivement une gouvernance qui permet de faire tourner la roue comme il faut, et qu'effectivement, plus elle tourne comme il faut, et plus le citoyen il a un produit à la fin qui correspond à ses attentes et qui réalise l'innovation, réalise effectivement le manque qu'il y avait, effectivement, elle est plus acceptable par le citoyen. Bon, de temps en temps, effectivement, il faut faire attention à ce que la création ne crée pas de nouveaux problèmes. Bon, voilà, des plastiques dans la mer. On a utilisé le plastique pendant des décennies, donc maintenant, il y en a de partout dans les océans. La photo d'à côté, c'est de Tchernobyl, voilà, l'industrie nucléaire. Quand elle est mal maîtrisée, il peut y avoir des gros problèmes. Notre pauvre ours, ce sont glaçons, c'est les changements climatiques. Hein. La banquise est en train de fondre. Et puis une magnifique photo d'usine qui est en train de cracher des oxydes de soufre ou des oxydes d'azote. On dirait Gabès. Oh, c'est peut-être la photo de lac. Hein. Voilà d'autres exemples hein, où on a très mal anticipé les conséquences, donc plus jamais ça. La première photo, c'est l'amiante. Hein. Ça a été un produit phare dans les années 50-60. Hein. Il y en avait de partout, de l'amiante. C'était un très bon isolant. Et bon, à la sortie, il y a eu quand même pas mal de décès grâce à ça. Dans les années 50 aussi, les Américains ont sorti le DDT. Alors, j'ai trouvé ça intéressant sur Internet. DDT is good for me. J'ai pas trouvé la chanson, mais voilà. Et effectivement, le DTT, c'est une catastrophe. Hein. Après, il y avait des malformations de jeunes enfants. Bon, quarantine, ça, vous avez compris. Et l'exemple qui peut toucher Emmanuel, voilà, les nicotinoïdes qui ont décimé des colonies d'abeilles, hein, des milliards et des milliards d'abeilles. Donc, effectivement, quand on pense à une innovation, il faut aussi essayer à penser qu'est-ce qu'elle peut devenir, comment on va détruire ça,
et surtout ne pas se retrouver avec ce type de problème 20 ans après la sortie d'un nouveau produit. Donc, on peut résumer. Oui. Comme exemple, et pour nous, justement, sur les stocks, c'est très important. Dans les années 20, sauf que l'histoire, on a fait à démarrer, les clients étaient très durs. Donc, en fait, c'est le ville qui est bloqué par ce fameux violent de l'État. Donc, on chimiste américain, qui avait une idée de constitution de pricing, de essayer de contrôler. Effectivement, ça a marché. Et donc, les chimistes américains, ça a été injecté par tout de suite par Ford et tout ça, parce que c'est tout dans les infrastructures. Et ce même chimiste américain, il a dit, attention, si vous faites ça, vous allez produire la planète. Ah bah, il nous rate partout, oui. L'industrie américaine, c'est assez petit. Donc, pour nous, c'est super. Parce que là, on arrive à dater dans le champagne de l'égard. L'année, puisque, en fait, on a une courbe qui monte, qui descend ensuite, puisque dans les années 80, les Américains, sachant qu'ils allaient désapprouver toute la planète, il fallait quand même arrêter. Donc, ils ont été les premiers à prendre des brevets pour passer sur les pro-catalytiques et tout ça, donc les Américains étaient derrière, et donc il y a des coûts au milieu, tout ça. Et donc, finalement, maintenant, nous, les scientifiques, on est capable de dater une champagne. Grâce au plan. Ok. Ouais, dès les années 20, ouais. Ouais, parce que je ne sais plus combien ils en mettaient, mais c'était un wagon, hein, dans l'essence. le trou d'ozone. Ok. Bon, quelque part, s'il faut retenir quatre principes, donc voilà, la recherche innovation pour une valeur sociétale. La recherche d'innovation doit considérer la valeur d'une façon beaucoup plus globale, de façon sociétale, éthique, environnementale, culturelle, économique, de façon effectivement à avoir un bénéfice de la recherche de la recherche, développement, innovation. Hop. Alors, est-ce qu'il est mon deuxième principe? Voilà, bien considérer les impacts potentiels, c'est-à-dire effectivement l'impact sociétal, éthique, environnemental. On l'a vu effectivement avec les exemples juste avant, hein, où on a fabriqué des produits pendant des dizaines et des dizaines d'années, et ces produits, ils sont en train de polluer notre planète. Donc, impact sur l'utilisation ou la non-utilisation, l'élimination et le recyclage du produit. Voilà l'engagement de toutes les parties prenantes de façon effectivement, on écoute, on cogite, on crée ensemble, on communique, effectivement, à ce que tous les acteurs qui peuvent être intéressés par le projet soient présents. Et effectivement, comme ça permet d'avoir un système qui roule bien et qui corresponde effectivement à toutes les attentes de tout le monde. Et le quatrième principe, c'est une bonne gouvernance et une transparence. Effectivement, une bonne gouvernance pluridisciplinaire permet effectivement de mieux gérer les opportunités, d'analyser les problèmes et d'essayer de trouver le plus rapidement possible des solutions et de ne pas laisser le chercheur dans son coin à essayer de résoudre lui-même le problème. Voilà, c'était là. Alors, il y a de toute façon, les slides seront sur le site. Il y a pas mal d'infos disponibles et gratuites sur. Okay, so please, Nives, go ahead. Contribution of light isotopes in the fields of environment